Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxoir, ravi de vous retrouver pour cet autre numéro d'Equinoxoir. Je suis Serge Alain Auto pour le décryptage quotidien de l'actualité. Vendredi 15 mars 2019 aurait dû être le 4e vendredi consécutif de mobilisation depuis l'intention manifestée par Abdelaziz Bouteflika de briguer un 5e mandat à la tête de la République algérienne. Après quasiment 3 semaines de mobilisation et de contestation, le président Bouteflika, dans une lettre, renonce à solliciter pour la 5e fois les suffrages des Algériens. Et cette annonce n'est pas sans conséquence. Report sine die de la présidentielle du 18 avril 2019, limogeage du Premier ministre Ahmed Ouyaya, remplacé par le tandem Noureddine Bedoui et Ramtan Lamamra, 2 anciens du gouvernement sortant. Abdelaziz Bouteflika annonce également dans sa lettre la formation d'un gouvernement de transition dès la fin de son mandat le 2 avril prochain. L'organisation d'une conférence nationale pour préparer la transition et la création d'une commission électorale indépendante pour organiser la prochaine présidentielle. Parce que dubitatif, les Algériens promettent de retourner dans la rue une fois de plus, encore jeudi et vendredi prochain. Algérie, la rue fait reculer Bouteflika. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. La rue fait reculer Bouteflika. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Bedi Mokwo. Bonsoir. Bonsoir, c'est Jalin et merci de m'inviter. Pour la première fois, je devrais peut-être préciser. Voilà, merci, c'est le bienvenu. Vous êtes le secrétaire national de la communication du Manidem. Manidem, tout à fait, oui. Voilà, c'est bien. C'est bien cela. Bienvenue une fois de plus sur le plateau. Merci, c'est avec plaisir que le Manidem répond aux invitations chaque fois qu'il est sollicité. Voilà. Juste à côté de vous, Jean Sémé. Jean Sémé, bonsoir. Bonsoir à vous surtout. Bonsoir à mes companélistes, bien évidemment. On adresse un grand bonsoir à tous les fidèles de votre émission. Ok. Jean Sémé, journaliste, plusieurs... combien de quotidiens là? Ah, non. J'officie pour Repère. Oui. Repère officiellement pour Repère. Et vous savez, la partie journalistique veut que... Mais il y a votre titre dire qui a fait beaucoup parler. Hein? Bien sûr. Vous dites bien sûr. Mbengo, enfin. Enfin, oui, parce que c'est une affaire qui allie beaucoup depuis 2012 et on s'attendait à ce qu'après 2012, que la justice se penche sérieusement sur ce dossier. Mais malheureusement, c'est 7 ans après que M. Mbengo a été mis sous le verrou. Et c'est la raison pour laquelle notre comité éditorial a trouvé bon de titrer que Mbengo, enfin, parce que il y a eu un énorme laps de temps qui s'est écoulé depuis le temps que nous, la presse, nous avons eu vent de ces affaires louches dans le cadre du contrat McForce et le jour de son interpellation. Nous, ce laps de temps a été assez grand pour nous et c'est la raison pour laquelle Repère a choisi de titrer Mbengo enfin. Ok. Maître Martin Bitton, bonsoir. Bonsoir, Alain. Voilà, vous êtes... bonsoir à tous mes co-panélistes oui. Et à tous nos millions de téléspectateurs de par le monde. Voilà, vous êtes avocat au barreau du Cameroun, Oui. mais surtout ancien magistrat. Oui, et analyste politique. Voilà, justement. Bienvenue une fois de plus. Membre de la société civile. Voilà. Neutre. Il y a encore des neutres au Cameroun? Oui. Ah, vous êtes sûr? Ah, je crois, hein. Voilà, juste à côté de vous, un de vos confrères, Maître Roland Diou. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain Autou, bonsoir à tous mes copanélistes et bonsoir aux millions de téléspectateurs de la chaîne du peuple Equinox. Et voilà, je suis toujours très heureux et très honoré de faire partie de vos invités, monsieur Autou. Voilà, vous n'êtes pas neutre, hein, parce que vous êtes... Je suis effectivement militant. Étiqueté MRC, c'est bien cela. Je suis effectivement militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, que dirige le professeur Maurice Kamto, même s'il est aujourd'hui un peu en difficulté avec la 200aine de nos camarades. Vous dites un peu en difficulté. Vous dites un oui, peu nous sommes dans la posture, nous sommes dans une posture où nous savions. Donc vous relativisez ça? Si vous me permettez de dire un mot là-dessus, c'est que nous sommes
effectivement dans un régime un peu brutal. Vous me reprocherez encore peut-être d'utiliser l'euphémisme. Nous sommes dans un régime un peu brutal et donc on peut s'attendre à faire l'objet d'une privation de liberté, même injustifiée. D'ailleurs, le professeur Camto, lorsqu'il s'exprimait sur un de vos concurrents, médias concurrents, avait clairement indiqué qu'il n'était pas étonné du fait qu'il puisse faire l'objet d'une arrestation. Donc, quand je dis un peu, n'y voyez pas une minimisation au fond, c'est simplement un euphémisme pour ne pas dramatiser davantage une situation déjà suffisamment elle-même dramatique. Voilà. Je commence avec vous, Jean Semé. Vous avez voulu parler de ce sujet. Oui. Comment vous avez accueilli la nouvelle hier, Jean Semé? Un coup de théâtre. Un coup de théâtre parce que ça fait quand même 3 semaines que le pavé des principales villes, voilà, des principales villes algériennes est battu par des milliers et des milliers des populations algériennes qui avaient soif de changement. Soif de changement. Et soif de ce que M. Bouteflika ne puisse pas briguer un cinquième mandat. Et je crois qu'on devrait tirer un coup de chapeau à ce peuple qui s'est levé de lui-même, sans assistance, il faut le dire, parce que cette levée des boucliers n'a eu aucune assistance, aucun accompagnement au début des partis politiques ou alors de la société civile algérienne. Donc il faut saluer ce peuple qui a eu ce courage de dire non à un 5e mandat de M. Bouteflika. C'est pour ça que, pour moi, qui suis un journaliste en quête de la bonne information et de la grosse information, j'ai jugé utile de venir apporter ma petite contribution sur ce dossier qui m'interpelle non seulement en tant que journaliste, mais également en tant que citoyen qui vit dans un pays qui pourrait, outre mesure, être interpellé par cette situation qui se vit aujourd'hui en Algérie, en rapport bien évidemment avec la situation sociopolitique en cours actuellement au Cameroun. Ok, M. Roland Diou, 3 semaines, les Algériens ont battu le pavé, comme dit Jean Semé. Comme j'ai dit dans mon propos introductif, le 15 mars, c'est-à-dire vendredi prochain, aurait dû être le 4e vendredi. Et ils ont choisi le vendredi parce que c'est le jour, la journée sabbatique, hein, pour parler un peu comme nos amis d'Israël. Là-bas, c'est le vendredi, alors qu'en France, les Gilets jaunes, c'est le samedi. Voilà. Maître Diou, comment vous regardez tout ça? Ça vous rappelle des choses? Pourquoi vous riez? Oui. Je ris parce que d'abord le vôtre il est communicatif, mais surtout parce que le parallèle que vous avez fait avec ce que ça pourrait me rappeler est assez évocateur de ce qu'on peut avoir des situations qui enseignent au Cameroun. Donc l'Algérie parle au Cameroun? L'Algérie inéluctablement parle au Cameroun. D'abord le peuple algérien parle au peuple camerounais. Il n'a pas commencé à le faire, ce peuple algérien, récemment. Je ne fais pas de rappel en tant que tel, mais tout le monde ici sait que l'Algérie et le Cameroun sont les 2 seuls pays d'Afrique qui ont dû passer par une guerre de libération pour accéder à l'indépendance. Quand on avait le FNL en Algérie, on avait l'UPC au Cameroun. Donc, ces 2 pays-là ont, on va dire, un cheminement plutôt croisé, avec des évolutions qui ont pu sembler similaires à un moment donné, c'est-à-dire un pouvoir qui, disons, perdure, et parfois perdure contre la volonté populaire, en utilisant des techniques bien rodées de fraude électorale pour se maintenir ad vitam aeternam, en utilisant parfois même de l'arrogance, parce que vous êtes sans ignorer que cela fait plusieurs mois qu'on n'avait pas vu M. Bouteflika debout, parce que encore que même maintenant il n'est pas debout. Son 4e mandat, jusqu'à maintenant il n'est toujours pas debout, il est sur fauteuil roulant. Quand la chaîne de télévision algérienne diffuse les images de M. Bouteflika, c'est sans le son. Donc on n'est pas sûr que M. Bouteflika a encore l'usage de la parole. C'est des images animées qu'on voit. On ne sait pas ce qu'il dit aux gens, on ne sait pas s'il parle encore. Donc on a pu imposer ça aux Algériens. C'est également des similitudes qu'on peut retrouver avec une situation qu'on peut vivre au Cameroun. Le peuple algérien dont parle le peuple camerounais, le peuple algérien a démontré qu'il peut faire preuve de courage, de témérité et de se mettre au-dessus de la peur, je dirais même de la torpeur. Parce que voyez-vous, quand vous discutez un peu, quand vous faites un tour de l'opinion publique au Cameroun,
vous avez le sentiment que le corps social dans son ensemble est à peu près d'accord sur toutes les problématiques que nous pouvons critiquer. Mais on se pose toujours la question de savoir, mais pourquoi donc ce peuple-là est incapable de se mobiliser? Est-ce qu'il y a donc cette incapacité à l'indignation collective au Cameroun? Parfois on vous explique que mais non, ce n'est pas parce ce peuple est incapable de s'indigner, c'est parce qu'il a peur de la répression. Et l'allusion que vous avez faite en souriant tout à l'heure au 26 janvier, forte, illustrative. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas attendre que des populations en masse manifestent quand on est certain, désormais avec la journée du 26 janvier, que les forces de l'ordre vont tirer, parfois en niant l'avoir fait, pour plus tard venir dire qu'il s'agissait non pas de balles réelles, mais de balles non létales, etc., etc. Donc, je crois que le pouvoir était quand même, ou est quand même, plus ou moins considéré comme étant aux mains des militaires en Algérie. Et donc, ce peuple savait pertinemment qu'il était possible que ces militaires-là tirent sur la foule. Ça n'a pas empêché qu'on voit ce que tout le monde a vu, c'est-à-dire cette mobilisation d'envergure, de grandes masses de population, battre le pavé pour dire non à ce 5e mandat. La leçon aussi, c'est au niveau de l'armée. L'armée algérienne, les forces de défense et de sécurité algériennes donnent une leçon à leurs collègues, à leurs confrères camerounais, pour leur dire que quand il s'agit d'expression publique, politique, alors il n'est pas nécessaire de faire usage disproportionné de la force. Encore que vous avez vu, je suivais ce matin des analyses sur d'autres médias, notamment étrangers, qui disaient que précisément, ce qu'il fallait saluer, c'était la discipline des marcheurs, la discipline des manifestants. Parce qu'il y avait des risques d'infiltration, il y avait des risques de débordement. Cela s'est fait, mais cela s'est fait toujours dans une certaine discipline. Exactement comme ce qui s'est passé ici le 26. Parce que malgré qu'on ne veuille pas en parler, les manifestations qui ont eu lieu à l'intérieur du Cameroun ont brillé par une discipline de fer. Il n'y a eu aucun débat. Oui, bien sûr, mais dans certaines circonstances, ce n'est pas toujours évident de parler comme je le fais. Et d'ailleurs, je dois saluer le ton qui est plutôt de nature à laisser le libre cours au débat qu'on peut avoir sur Equinox. Donc, l'armée algérienne donne elle aussi une leçon à l'armée camerounaise pour lui dire que les populations qui manifestent sont nos concitoyens. Ce sont des concitoyens même à ces forces de l'ordre. Donc il n'est pas nécessaire de se comporter comme si on était dans deux pays différents, comme si les revendications des uns ne vont pas profiter à tout le corps social pris globalement. Et enfin, je voudrais faire quand même une petite virgule sur la notion de neutralité qu'on a évoquée à l'entame de ce propos. Je ne sais pas si on peut être neutre, notamment en situation d'injustice. Vous savez que Desmond Tutu disait qu'en situation d'injustice, être neutre, c'est soutenir l'oppresseur. Je pense qu'on peut plutôt s'attacher... Là, vous ouvrez une boîte de Pandore, là. C'est un autre débat. J'en viens parce que nous parlons d'Algérie. Oui. Et quand nous parlons d'Algérie, vous voyez comment on peut faire souvent des analyses ouvertes et profondes. Oui. Qu'on se refuse de faire... En tout cas, je ne veux pas donner l'impression que j'indique ou j'indexe quelqu'un en particulier, encore moins sur ce plateau. Je veux simplement profiter de l'occasion pour adresser à cette population qui en général vous dit « je suis neutre, je suis neutre ». Je vais vous dire, je fais cet effort, pourquoi? Parce que, vous voyez, je suis par ailleurs enseignant. Et parfois, vous demandez à vos étudiants quel est votre avis. Vous posez une problématique, un exercice, un travail à faire. Vous savez pertinemment que vous n'avez pas encore donné les éléments théoriques aux étudiants. Mais vous voulez titiller leur culture générale. Vous leur demandez quel est leur avis. Et ils vous répondent très souvent, quand vous en indexez un, ils vous disent « je suis neutre ». Je leur dis souvent, pouvez-vous être neutre face à une question? Soit vous savez, soit vous ne savez pas. Donc quand vous ne savez pas, vous n'êtes pas neutre, vous ne savez pas tout simplement. Ayez le courage de dire que vous ne savez pas. Et donc, pour revenir à ce que je disais précédemment, c'est que si on peut analyser de manière souvent un peu libre
ce qui se passe ailleurs, comme on l'a fait quand il y avait la situation en RDC, comme on le fait ce soir avec la situation en Algérie. Pensons aussi le faire parfois de la même manière, sinon avec de l'objectivité, peut-être pas nécessairement de la neutralité, mais surtout de l'objectivité et de l'honnêteté en ce qui concerne les thématiques qui concernent notre propre pays. Voilà, merci et pardonnez-moi d'avoir été long. Voilà, Bédi Moko, vous pensez que Abdelaziz Bouteflika a véritablement cédé sous la pression de la rue? Non, acceptez que je ne réponde pas comme ça d'emblée, mais que je réponde un peu plus loin. Oui. Je vous fais remarquer aussi, il a fait à la fin qu'il a parlé peut-être pendant 15 minutes. J'espère que nous aurons tous l'occasion de le faire aussi. Je suis militant du Manidem, c'est un parti qui se veut un parti de masse et qui a toujours fait de l'appropriation du combat politique par les masses son cheval de bataille. Vu comme ça, je dirais que l'abandon du 5e mandat par Bouteflika a été une véritable victoire. Oui. De qui? Pour l'impressionnante mobilisation populaire que nous avons vue en Algérie. Oui, absolument. Et ça, nous l'encourageons. C'est-à-dire, il n'est pas question ici de relativiser l'exploit du peuple algérien. C'est ce que nous avons toujours voulu, que les masses prennent leur destin en main, qu'ils marchent, que ces masses marchent, fassent des revendications et arrivent à des victoires. Peut-être en Algérie, la victoire n'est pas totale parce qu'on ne sait pas s'il s'agit véritablement d'une concession ou d'une supercherie, parce qu'on a l'impression qu'on est en train de passer de la renonciation au 5e mandat à la prolongation du 4e mandat. Mais ça, ce sera un autre débat. On ne peut pas évoquer le cas de l'Algérie sans penser au Cameroun. Absolument pas. Sinon, on ne peut que regarder les autres problèmes pour faire des analyses pour ce qui nous concerne. Et dit comme ça, l'Humanidem, j'ai ici notre lettre de propagande que nous diffusons périodiquement. Nous n'avons pas attendu le peuple algérien. Il y a 2 ans, en février 2016, je pense, l'Humanidem a demandé par sa lettre de diffusion à Paul Biya de ne pas se présenter. Nous pensions à ce moment avoir l'adhésion populaire, le soutien, comme nous l'observons ailleurs, comme nous faisons maintenant en Algérie. Nous avons pensé que si nous lançons ce mot d'ordre, demander à M. Biya de ne pas se présenter, de créer des conditions pour une élection saine et transparente, nous serions suivis. Hélas, nous n'avons pas été... Là, la raison, c'était quoi? Pourquoi vous demandez à Paul Biya de ne pas se représenter? Parce que, pour les mêmes raisons qu'en Algérie, c'est-à-dire il est sur fauteuil roulant, Paul Biya? On n'a pas besoin d'être un fauteuil. Oui, je veux pour remarquer que, au bout d'un certain nombre de mandats, on n'a plus de ressorts nécessaires pour continuer à diriger un pays. Je ne veux même pas parler de l'âge. Nous savons que... Donc pour vous, un 7e mandat, c'était le mandat de trop. Et avant celui-là même, c'était encore des mandats de trop. Voilà notre position. Et notre position a même toujours été que la focalisation sur les élections, ce ne peut être une fin en soi pour la marche d'un pays. Nous ne pensons pas que la politique a commencé au Cameroun le 26 janvier avec les marches du MRC. Les marches, il y en a eu avant. Si nous sommes assis sur un plateau aujourd'hui pour parler politique, c'est la résultante de beaucoup de combats qui se sont faits depuis bien avant 90, même parce qu'il y a eu beaucoup de combats qui se sont faits en clandestinité, avant que les combats ne commencent à se faire de manière visible dans la rue, évidente à partir de 90. Voilà la position du Manidem. Il y a d'abord eu les combats qui ont été visibles, puis ensuite, il y a l'interdiction de l'UPC, il y a eu la clandestinité. Absolument. Voilà. Et beaucoup de choses se sont faites. J'espère que à la deuxième partie de nos entretiens tout à l'heure, nous aurons le temps de parler de ces combats, parce que je pense que le thème se réfère à cela. D'après ce que vous nous avez indiqué. On va parler de ça. Donc c'est cela. Les Algériens ont montré que lorsqu'on se mobilise, et surtout, ça c'est important à relever, lorsqu'on se mobilise ensemble, là je vais répondre à Maître Denou qui dit que on ne peut pas être neutre et qu'il a l'impression que le peuple camerounais est tétanisé. Moi, je dis que le peuple camerounais manque de motivation. Pourquoi? Parce que nous ne lui montrons pas un visage uni, un combat uni pour qu'il suive. Pourquoi il ne vous a pas suivi en février 2017 dans votre lettre? Oui. Alors, je vais dire pourquoi nous n'avons pas été suivis. Nous n'avons pas été suivis. Pourquoi? Parce que
Pour être suivi, il faut d'abord que tous les autres qui se veulent les leaders d'opinion et les leaders de partis politiques convergent vers votre point de vue pour mobiliser, pour que vous puissiez mobiliser ensemble les masses. Mais vous savez comment ça fonctionne chez nous. On a l'habitude de marcher en solo, pensant récupérer à soi seul les victoires acquises et on se casse toujours la figure. En 1992, il y a eu une énorme mobilisation populaire qui a conduit à la victoire de John Fundy au présidentiel de 92. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il a pensé qu'il était le super champion et qu'il pouvait à lui seul continuer ce combat en mettant de côté tous ceux qui ont mené avec lui le combat de l'Union pour le changement. On a vu à quoi on a abouti. La chute progressive du SDF aujourd'hui. Et c'est le même reproche que nous faisons au MRC, d'avoir pensé pouvoir mener le combat seul. Voilà peut-être pourquoi il n'est pas suivi aujourd'hui par l'ensemble des masses. Parce que ça devrait être un combat populaire, un combat de tout le monde, pour qu'on en arrive à des cas comme celui de l'Algérie. En Algérie, on n'a pas eu l'impression que c'est un parti qui s'est voulu super champion et qui a mené le combat. Non, il s'est agi d'un mouvement de masse, d'un mouvement populaire qui est arrivé à la victoire qu'on voit. Parce qu'il s'agit effectivement d'une victoire, c'est une reculade de la part de Bouteflika. Puisse-t-il vouloir la transformer en super chelou, quoi que ce soit, mais c'est quand même une victoire des masses populaires. Ok. Maître Bitton, c'est comme le dit le vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, c'est une victoire du peuple algérien. Il faut rappeler que le gouvernement a cédé à la pression de la rue. Oui, c'est tout à fait mon avis. 3 semaines pour... ils y croyaient, ils pensaient qu'ils pouvaient passer outre la pression de la rue. Oui, je crois que c'est tout à fait mon opinion. Abdelaziz Bouteflika a cédé sous la pression de la rue. Et on peut dire que c'est toute la classe politique, n'est-ce pas, au pouvoir, qui a cédé. Puisque, en fait, on n'est pas sûr que qu'il soit encore en pleine possession de ses moyens intellectuels, physiques et autres. Donc, ceux-là qui ont voulu le mettre en avant, n'est-ce pas, pour continuer à diriger le pays, je crois qu'ils ont compris que s'ils ne cédaient pas, ça allait clasher. Et Dieu merci, on peut admirer la culture politique du peuple algérien, qui est mûre sur le plan politique. N'oublions pas que ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé avec les difficultés. Il y a la guerre d'Algérie, n'est-ce pas, qui a mûri ce peuple. Il faut dire que Bouteflika lui-même, c'est un monument sur le plan politique, parce que nous, quand on était jeunes étudiants, nous n'avions connu que Abdelaziz Bouteflika comme super ministre des Affaires étrangères. Et il était un peu comme Henry Kissinger qui, n'est-ce pas, dominait les affaires étrangères au niveau des États-Unis. Donc, en réalité, si on l'a laissé là, c'est parce qu'il a hérité des moments très difficiles. Il a redressé la barre. Et après l'épisode des islamistes. Voilà. Donc, très troublé au niveau de l'Algérie. Mais, par la suite, ils ont compris qu'ils devaient passer la main. Bon, évidemment, ceux qui étaient à côté ne l'entendaient pas de cette oreille. Ils voulaient continuer à tirer les ficelles. Et donc, je crois que c'est une victoire du peuple algérien qui est mûr, qui a une culture politique avérée. C'est une victoire des forces armées qui ont une armée républicaine et qui n'a pas voulu que le sang. Je crois que c'est également là, n'est-ce pas, quelque chose qui parle au Cameroun comme aux pays africains, parce que quand on parle de neutralité, voilà justement là où on peut parler de neutraliser. L'armée, normalement, est neutre. Elle a quand même menacé, hein. À un moment, elle a menacé. Oui, mais ça. Oui, mais menacée alors qu'elle avait des armes, elle pouvait aller au-delà de la menace. Et on sait ce que l'armée peut faire lorsqu'elle décide de soutenir quelqu'un. Bon, moi je voulais embrayer pour dire que dans un pays, dans un État,
des institutions comme l'armée, comme la magistrature, comme la police, la gendarmerie, les forces du maintien de l'ordre, ne sont pas là pour soutenir un homme ou un régime. C'est des institutions ou des organes républicains, n'est-ce pas, qui seront là après le dirigeant du temps, et quelle que soit la couleur politique, qu'il s'agisse d'un homme politique rouge, vert, orange, et ainsi de suite. Moi, je crois que c'est à cela qu'on devrait s'acheminer. Il faudrait que les gens sachent que, d'abord, la politique devrait être comme un sport. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes forts, nous sommes en forme, nous gagnons, mais on doit aussi comprendre que quelqu'un d'autre peut être plus fort que soi et gagner. Donc, quand je vois, n'est-ce pas, pour faire allusion au MRC et à son président, qui disait qu'il est le tireur de pénalité, donc un sportif, il n'y a pas de fair play. Hein, il y a des questions à se poser, parce que quand on est un sportif, on doit savoir qu'on peut perdre comme on peut gagner. Et on doit, hein, pour ce qui est de la... Moi, je m'attendais vraiment à ce que, excusez-moi de revenir sur le Cameroun, je m'attendais à ce qu'on tourne la page des élections présidentielles et qu'on se prépare maintenant pour les échéances, n'est-ce pas, futures, et où on devrait revoir les règles du jeu, parce que c'est ça le problème au Cameroun. Les règles du jeu sont remises en cause, sont, disons, critiquées par un bon nombre de personnes. Et donc, c'est ça. L'Algérie parle beaucoup au Cameroun, mais est-ce que le Cameroun est aussi mûr? Parce que c'est vrai qu'ils ont eu des combats communs. Nous avons vu du temps de Boumedienne, n'est-ce pas, des gens de l'UPC, le MPLA et tout ça. C'était des partis pratiquement qui parlaient le même langage. Et malheureusement, les évolutions ont été éparses et puis n'ont pas suivi, n'est-ce pas, le cheminement. Ok. Georges Sébé, on apprend que le peuple algérien est en train de déchanter un tout petit peu. Parce qu'il pense qu'au-delà de Bouteflika, certes a décidé de partir, mais ils ont gagné la bataille, mais ils pensent que la guerre n'est pas gagnée. Puisqu'il y a tout un système. Vous avez trouvé le mot juste. Voilà. Tout à l'heure, Maître a parlé des victoires. Moi, je vais être un peu plus circonspect. C'est une bataille qui a été gagnée. Oui. Parce que le match n'est pas terminé. Oui. Il y a une renonciation, mais la bataille continue. La bataille, c'est de respecter déjà l'agenda politique qui a été proposé par il n'a pas dit quand est-ce qu'il part. Hein, il n'a pas dit quand est-ce qu'il part. Il n'a pas donné la date de la Il a proposé un programme politique qui est allé sur 1 an et on n'est pas du tout certain qu'en 1 an, ce chantier politique pourra être mis en œuvre. Donc, 6 mois, il fallait titrer, il fallait donner un titre en tant que journaliste à ce qui se passe. Oui, j'aurais peut-être titré la dernière ruse de Bouteflika. La dernière ruse de Bouteflika, parce que il a réussi à rester au pouvoir en disant qu'il ne va pas se représenter. Il a réussi à mettre sur la table un agenda politique qui n'est jusqu'ici pas contesté. La preuve, il a nommé un nouveau Premier ministre qui a été accepté par tout le monde. Et ce Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur, voilà, il va certainement dérouler l'agenda qui a été proposé par M. Bouteflika. Donc, le peuple algérien devrait être très prudent. C'est la raison pour laquelle... C'est l'impression qu'il se dégrade depuis ce matin. Voilà, c'est la raison pour laquelle ce peuple continue à maintenir la pression, parce que on ne sait pas sur quel détail se cache le diable. Il y a un agenda politique qui a été proposé. On a parlé de la formation d'un nouveau gouvernement. Certainement, ce sera un gouvernement, vu la conjoncture politique, qui sera un gouvernement d'union nationale. Mais j'ose quand même penser que le FLN, qui est le parti de M. Bouteflika, aura encore la même mise sur la majorité des postes stratégiques. Après la formation de ce gouvernement, on a dit qu'on va mettre sur pied une sorte de constituante qui va examiner le système politique qui est en cours en Algérie, mais également proposer une sorte de révision de la Constitution. C'est un calendrier électoral qui, pour moi... C'est un calendrier, voilà, exactement. Le quotidien algérien. Alors, mes confrères de El Watan ont lu presque dans mes pensées, et je pense que
la situation politique, sociopolitique en Algérie n'a pas encore livré tous ses secrets. Cet agenda qui a été proposé par M. Bouteflika risque de ne pas être mis en œuvre en un an. Et on risque fort bien d'en arriver jusqu'à 2024. Et c'est là où je dis qu'il y a une certaine ruse politique de M. Bouteflika qui, non seulement ne va pas se représenter, mais va continuer à être au pouvoir. Vous comprenez un peu? Ok. Il aurait pu démissionner. Un peu à la Kabila. Il aurait pu démissionner. Il faut prendre cette situation avec... Kabila Voilà. Donc, il faut prendre cette situation avec beaucoup de pincettes. Comme il faut également relever que le peuple algérien ne s'est pas insurgé contre le 5e mandat, contre la longévité. Non. Il s'est insurgé contre le 5e mandat dans un état de santé précaire. Donc il faut qu'on fasse la clarté pour que chacun comprenne lorsque, par exemple, certains veulent faire le parallèle avec le Cameroun. Et donc Bouteflika, sans fauteuil roulant, il n'y aurait pas de problème. Je crois que s'il avait été en pleine forme, le peuple, puisque constitutionnellement il pouvait encore se représenter, voilà, rien ne l'empêchait de se représenter au pouvoir. Et je suis certain que s'il était en pleine forme, on l'aurait laissé se représenter et gagner le pouvoir, et gagner cette élection parce que c'est le FLN qui est encore le parti dominant. Également sur le rôle que peut jouer l'armée. Bouteflika, dans ce discours, si vous l'avez bien suivi, a dit qu'il n'a jamais demandé à être candidat pour un 5e mandat. Il a dit non. Donc ça veut dire que, contrairement à ce que disait Maître tout à l'heure, il est porté par l'armée. Il est porté par les Moudjahidines qui l'ont d'ailleurs lâché au dernier moment. Il est porté par la classe des hommes d'affaires, des très puissants hommes d'affaires qui ont fait de lui celui qui peut constituer le parachute doré. Donc tous ses soutiens l'ont lâché et c'est à son corps défendant que le 10 février, il a dit qu'il pouvait encore se représenter pour un 5e mandat. Mais dans le discours d'il y a 2 jours, il a clairement dit que lui, il ne voulait plus parce qu'il est conscient de son état de santé fragile et ça prouve par 1000 que ce n'est pas M. Bouteflika qui dirige l'Algérie. Il est porté par d'incroyables lobbies qui sont très puissants et qui veulent le mettre sur le devant de la scène afin de continuer à bénéficier de leur prébande. Oui, allez-y donc, Bedimoko. Oui, voilà, j'ai dit tout à l'heure qu'on ne devrait pas relativiser cette victoire des masses populaires en Algérie. Je sais me dire que c'est une bataille, effectivement c'est une bataille, mais c'est une bataille considérable, c'est une bataille dont on doit tenir compte. Le combat reste à... Oui, la guerre, les Algériens même reconnaissent que la guerre n'est pas gagnée. Et ils continuent à manifester d'ailleurs. Voilà. Maintenant, Bouteflika parle d'une conférence nationale inclusive, mais il faudra maintenant que les masses continuent à mettre la pression pour que ce soit une véritable conférence inclusive, que ce ne soit pas un machin comme on a vu ailleurs. Oui. Et puis, on l'a dit tout à l'heure dans ce débat, pendant tout son mandat, on n'a pas entendu la voix de Bouteflika. Alors, comment peut-on être sûr aujourd'hui que c'est lui qui est en train de manœuvrer tout ce qui se passe? Comment peut-on être sûr aujourd'hui que c'est lui qui est l'auteur de ce communiqué? On ne peut pas être sûr. Vous savez, l'Algérie a un système de gouvernement qui est sous la forme soviétique dans le temps. C'est-à-dire, il y a une horde de généraux. Chez eux, on les appelait les apparatchiks. Il y a une horde de généraux qui sont derrière un président et qui contrôlent tout. Vous savez, en Algérie, on dit qu'il y a 500 000 soldats, 200 000 gendarmes, c'est-à-dire c'est un régime totalement militarisé. Et je sais bien fait la liste tout à l'heure de tous les lobbies qui tiennent Bouteflika. Donc même quand on dit que l'armée a été neutre, c'est peut-être parce qu'au sein de cette armée qui contrôle tout, il commence à avoir des clans et puis il commence à se regarder en chien de faïence pour savoir si vous bougez, nous, on va réagir comme ceci. Il faut donc que le peuple continue à mener le combat, qu'il s'approprie, comme il est en train de le faire, qu'il s'approprie véritablement cette lutte politique et qu'il indique la direction à suivre parce que c'est lui, le peuple, qui a le dernier mot et qui devrait absolument avoir le dernier mot face à tous ces appareils qui contrôlent le pouvoir en Algérie actuellement. Voilà, Maître Roland Diéwo, vous pensez que le véritable problème du peuple algérien à l'heure actuelle, c'est démanteler le système? C'est pas au-delà de l'annonce. Bien sûr, je crois que cela fait... Comment faire pour démanteler le système? D'abord, je voulais revenir sur une petite chose. Je crois que tout à l'heure, lorsque nous parlions de la victoire du peuple algérien, et M. Bedimoko
m'a prêté les mots pour le dire. Il ne s'agit pas de tomber d'admiration sous ce qui ressemble à une dernière ruse. La dernière ruse. Loin s'en faut. Nous sommes parfaitement conscients de ce qu'effectivement il peut s'agir d'une ruse. Mais que ce soit une ruse de Bouteflika en complicité avec l'armée ou avec une partie de l'armée, cela n'empêche pas que ce n'est pas en complicité avec les masses qui ont défilé. Donc c'est véritablement une victoire pour ces masses. Victoire sur elles-mêmes. Parce qu'elles ont réussi, ces masses-là. Je veux faire une image. C'est comme si, en sortant, vous prenez le téléphone, vous appelez à la présidence pour savoir s'ils vont tirer ou pas. La masse populaire que j'ai vue ne pouvait pas avoir pris ces précautions. Donc, ils sont sortis. Les Algériens sont sortis, et ils sont sortis simplement. Maintenant, le fait qu'ils soient sortis, qu'ils aient été mobilisés en grand nombre sur une longue période, 3 semaines, ce n'est pas rien. Maintenant, peut avoir fait bouger les lignes, y compris obliger ceux qui sont au pouvoir, même à proposer une ruse. Voilà ce que je veux indiquer. Donc, pour ma part, on peut appeler ça une bataille de gagner. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable. Et donc, effectivement, la guerre, le système. Effectivement, c'est une bataille sur le chemin. La guerre, c'est faire tomber le système. Faire tomber ce... D'ailleurs, moi, j'ai suivi des interviews d'Algériens sur des chaînes russes, par exemple, qui disaient que précisément, le combat, ce n'est plus un combat contre M. Bouteflika. Je dois indiquer que j'ai le sentiment, après ce que je vois, que les Algériens ont du respect pour M. Bouteflika. Ils ont du respect pour sa figure, ils ont du respect pour sa posture et ses combats antérieurs. Comme les Zimbabwéens avaient beaucoup de respect, ont encore du respect pour le camarade Bob, pour M. Mugabe. Mais, sauf qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que... C'est le cas au Cameroun? Je ne pense pas. Pourquoi? C'est un avis personnel et je crois que beaucoup de Camerounais partagent cet avis avec moi. Je ne pense pas qu'au Cameroun, on puisse créditer M. Biya du combat du camarade Bob. Au moins sur cet aspect purement statistique-là, on ne peut pas se tromper. Mais il y a le parcours aussi. Combat, parcours. Voilà. On a d'un côté quelqu'un qui a un parcours, si vous voulez, un combat purement administratif, parce que depuis son retour des études, il n'a fait que travailler dans les... Vous négligez ça? Je n'ai pas dit que je néglige. La question qui m'avait été posée, ce n'était pas de savoir si c'est négligeable ou pas. Je veux rester dans le sujet. Est-ce que c'est comparable? Je crois que non. Vous ne pouvez pas comparer même simplement Oumniobe, qui est mort avant que M. Biya n'arrive au pouvoir, à M. Biya. C'est deux combats différents. Donc, en fait de comparaison, non, on ne peut pas. En Algérie, la figure de M. Bouteflika n'est pas du tout, de mon point de vue, et je l'assume, comparable à celle de M. Biya. Il faut faire vraiment attention avec ce genre de comparaison. Donc, ce que je voulais dire, c'est que malgré le respect que les Algériens peuvent avoir de la figure de M. Bouteflika, ils ont quand même pu se dire que, ok, soit, mais il faut quand même qu'il dégage, il faut quand même qu'il passe la main, et qu'il ne passe pas la main aux mêmes personnes qui, en fait, tirent les ficelles depuis le 4e mandat. Qu'il passe la main dans une véritable alternance. Il demande que Bouteflika dégage, ce n'est pas parce qu'il a mis long au pouvoir. C'est parce qu'il est malade. C'est son parce qu'il est malade. Et c'est un facteur extrêmement déterminant. Permettez-moi de bien comprendre. Pourquoi est-ce qu'on demande à ce malade de partir, alors qu'on sait que depuis ce 4e mandat, il ne gouverne plus? C'est parce que précisément, on sait que ce n'est pas lui. Survenu à la fin du en 3e mandat. Ce n'est pas la personne de Bouteflika qui fait problème. C'est ceux qui gouvernent à travers lui. Et c'est ceux-là qui posent un problème. Au-delà de la figure du malade Bouteflika, c'est ceux-là, c'est ces clans-là, c'est ces personnes, comme M. Bédi Mola indiqué tout à l'heure, qui sont alignés carrément derrière, qui posent problème à l'Algérie. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand vous écoutez les témoignages que moi j'ai écoutés, vous avez des Algériens qui sont dans un sentiment de mi-figue, mi-raisin. Ils sont contents de la décision qui leur est annoncée. Mais ils sont très prudents. Voilà. Ils se disent, il faut voir jusqu'où cette histoire peut aller. Parce que quand même, les 3 propositions qui sont sur la table, gouvernement de transition, conférence nationale indépendante, inclusive et commission électorale, tout cela c'est encore entre les mains, les manettes du FLN, du même Bouteflika, ou de ceux qui pilotent à travers lui. Donc comment peut-on être sûr
que ce sera un gouvernement de transition sincère? Comment peut-on être sûr que ce sera une conférence nationale sincère qui fera aboutir à une constitution véritablement inclusive? Comment être sûr que le code électoral qui sortira de ces assises-là sera un code électoral consensuel, alors même que celui qui est à la manette de tout ça, c'est encore Bouteflika ou ceux qui, à travers lui, agissent? C'est donc des questions qui, justement, peuvent expliquer pourquoi les Algériens et nous autres qui observons cette situation-là pouvons être assez circonspects. Vraiment, voilà. Oui, j'aurais envie de dire quelque chose très bien, parce que je pense que nous sommes en train de mettre le doigt sur le véritable problème. Et là, il apparaît avec le Cameroun. Il s'agit de quoi? Il s'agit de démonter un système. Et c'est le système FLN installé depuis qu'il faut démonter. Ce n'est pas la PS de Bouteflika. Et la même chose, on l'observe chez nous, où Biamostgo devient un programme politique. Même ici au Cameroun, le problème, ce n'est pas d'enlever Biya, ce n'est pas un problème d'alternance. C'est un véritable problème d'alternative parce qu'au Cameroun aussi, il y a un système néocolonial installé depuis les indépendances. C'est ce système-là qui est à démonter. Ce n'est pas de remplacer Biya par Kamto. Ok. S'il vous plaît. Oui. Je voulais peut-être indiquer que nous parlons d'Algérie, mais précédemment, on a quand même eu 2 allusions. La troisième vient d'être servie. Au MRC et au professeur Kamto, je suis sur ce plateau, je me ferai quand même un peu le devoir de dire une ou 2 choses sur ce qui a été dit précédemment. Vous voyez précisément ce qu'on reproche au MRC, on le fait. Si le problème, c'est l'alternative, est-ce qu'on peut envisager une alternative sans alternance? Première question. Deuxième question, alors, si pour certains, l'alternative passe par l'alternance Kamto, ils préfèrent que ça ne se fasse pas. Il faut que les Camerounais prennent acte de ce qu'il y a des acteurs politiques qui considèrent que la solution, c'est changer de système. Jusque-là, on est tous d'accord. Mais pas Kamto. Mais si le système doit changer, vaut mieux que ce ne soit pas Kamto. À défaut que celui-là perdure. Vous pouvez prouver ça? Vous pouvez prouver ce que vous dites? Je pense que nous sommes les deux. C'est vraiment grave. C'est grave ce que vous dites. De partir sur le plateau. Donc il est normal. C'est vous qui l'avez dit? Nous sommes tous. Je pense que c'est nous deux qui nous sommes présentés comme militants de partis politiques. Les 2 autres panélistes ne sont pas des militants de partis politiques. Il est donc normal peut-être un peu plus à dire que les autres, mais je les laisse terminer. Je note qu'il y a eu un tir groupé encore une fois, alors que j'ai essayé simplement de dérouler un propos qui me semblait pourtant non, vous dites quelque chose de très grave. Bon, extrêmement grave. On le laisse terminer. Qui a dit, qui est monté sur le créneau, que ce soit sur ce plateau ou alors dans je sais pas moi, parmi les politiciens, en disant que oui pour l'alternative, mais non pour Kamto? Donnez-nous une seule preuve. Qui? Non, moi. C'est grave ce que vous dites. Peut-être. J'aimerais pouvoir terminer mon propos. Vous savez que. Vous n'avez pas terminé, vous voyez comment je suis interrompu. Vous voyez comment je suis interrompu. Allez-y donc. Monsieur Bédi Moko l'a fait et il s'est arrêté, mais Monsieur Sémé continue de m'interrompre. Alors donc, terminez. Je disais précisément ceci. Le propos de Monsieur Bédimo se termine en disant que le parallèle qu'on peut faire avec l'Algérie en ce qui concerne la situation du Cameroun, c'est que c'est le système qu'il faut changer. Oui. Je suis d'accord avec lui. Il dit c'est le sentiment que les Algériens ont depuis ce matin. Oui. Moi, je voulais faire une mise au point. On discute déjà assez de la situation algérienne. J'ai demandé que vous me permettiez de revenir sur certains points pour faire une mise au point. Monsieur Bédimo a donc dit que le problème, c'est l'alternative. Et comme je le dis, je le répète, je suis d'accord avec lui. Quand il fait l'allusion tout à l'heure à Kamto, et en disant qu'il ne s'agit pas de remplacer Biya par Kamto, c'est aussi une autre allusion. Alors j'ai demandé la parole pour indiquer que cela peut conduire à penser qu'il y aurait des acteurs politiques qui peuvent être d'accord avec l'alternative à condition que ce ne soit pas Kamto. Parce que je fais quand même observer que la dernière élection présidentielle n'a pas connu que le professeur Maurice Kamto comme candidat. On aurait donc pu dire changer Biya par quelqu'un d'autre. Pas faire nécessairement une fixation sur Kamto. Et je le dis pourquoi? Parce qu'on est encore revenu
dans un propos précédent en indiquant que si on pouvait faire encore une fois un parallèle avec le Cameroun, c'est que le professeur Kamto aurait manqué de fair play, qu'il aurait pu tourner la page et préparer les échéances futures en espérant que les règles du jeu pourraient être améliorées. À cette observation, je dis oui, mais alors, comment faire? Quel mécanisme propose-t-on pour faire évoluer les règles du jeu? Encore une fois, et c'est la dernière remarque par rapport à un propos du politique qui partage ce plateau avec moi, c'est que ce qu'on peut reprocher au MRC, c'est d'avoir pensé mener le combat seul. Vous voyez, quand je parle, j'ai des éléments. Je ne le dis pas pour le dire. Sur ce plateau, voilà 3 allusions, alors qu'on parle d'Algérie, qui ont été faites, adressées au MRC et au professeur Kamto. C'est pour ça que j'ai demandé à réagir. Quand on dit qu'il a choisi... Mais vous aussi, vous faites allusion au RDPC et les autres partis. Si on va se mettre là... Je crois que c'est parce que la question a été posée que j'ai répondu dans ce terme-là. Si vous allez répondre à... Non, je vous ai demandé, M. Otto, je vous ai demandé... Vous pouviez me dire que non, vous ne voulez pas que je fasse ce recadrage-là. Oui. Je vous ai demandé et vous pouvez toujours m'interrompre jusqu'à présent. Oui. Je ne m'opposerai pas à cela. Et je vous remercie. En disant que quand on dit qu'on peut reprocher au MRC d'avoir fait le combat seul, alors c'est un peu, je veux dire, compliqué pour mon esprit parce que l'idéal, c'est souvent de prêcher, je crois, par l'exemple. Et c'est de dire que ok, nous avons réussi à mobiliser tels acteurs, tels autres acteurs, et c'est le MRC qui a fait défaut. Encore que si on avait réussi à le faire, ce n'est pas moi qui ferais la constatation sur ce plateau, c'est l'opinion publique qui constaterait que voilà le fauteur de troubles. Mais non, ce n'est pas ce qui se passe. On a rappelé une correspondance de 2016, je peux rappeler aussi des correspondances de 2016 que le MRC a adressées. 2017, il a dit 2 ans. 2016, c'était en 2016. Je peux également rappeler les correspondances que le MRC a adressées à d'autres acteurs politiques de la scène. Et je dois, peut-être en terminant là-dessus, indiquer que ni moi, ni ce que j'ai eu à entendre jusqu'ici, au MRC, nous avons un point d'honneur à reconnaître et à célébrer les combats de nos devanciers. Je tiens souvent comme document, je tiens souvent comme document de travail, chaque fois que je suis appelé à prendre la parole dans une de nos unités, le document de l'électeur qui est produit par l'Académie de la Renaissance, qui est le document de formation. Ça commence par rappeler les combats de nos devanciers. Et nos devanciers, ce ne sont pas... L'horloge n'est pas bloquée en 92. Non, nos devanciers, c'est depuis la colonisation allemande. Et je vous le dis, M. Bédi Moko, la formation que nous donnons dans le cadre de nos instances, de nos structures, ce document-là comporte des passages entiers pour porter à la connaissance de nos militants les combats qui ont été faits par nos devanciers. Donc c'est pas juste, je pense que ce n'est pas juste de dire que nous, au MRC, nous ne reconnaissons pas les combats des autres. Sur ce plateau, je le redis, nous en savons gré à ce qu'il a fait. Maître Bitton, vous avez parlé tout à l'heure du scénario à la congolaise. Parce que la sortie de Bouteflika ne nous dit pas exactement quand est-ce qu'il va passer le témoin. Oui. Voilà. Bon, donc on est prêt pour peut-être 1 an, 2 ans. Bon, permettez que je revienne sur la discussion. Ah, vous allez lui répondre aussi. Le jeu de ping-pong qui a... Non, pour juste une observation. Oui, le jeu de ping-pong qui a entre... décidément, on veut parler de l'Algérie, on nous ramène toujours... Non, mais parce qu'il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Oui. Je crois que lorsque nous venons sur un plateau de télévision, ce n'est pas pour absolument faire passer ses idées, parce que c'est de la divergence, n'est-ce pas, des opinions, que jaillit la vérité. Bon, ça c'est d'un. De deux, je crois que lorsque on doit absolument tout ramener à une personne, parce qu'il y a eu des allusions, hein, par exemple, on a entendu, vous avez connu la sortie de Jean de Dieu Momo, par rapport, n'est-ce pas, au leader du MRC. Dernièrement, c'est
le doyen Foto Victor qui a parlé. Donc, je crois que il ne faut pas croire que lorsque une personne parle, c'est l'adhésion populaire. Et puis, ça risque de nous ramener à un débat très bas, n'est-ce pas, c'est-à-dire le tribalisme, voilà. Le repli Exactement. identitaire. Et Voilà. ça, c'est très dangereux. dangereux. C'est C'est très très dangereux. Bon, moi, ce que je dis, c'est que l'Algérie a franchi un pas important. Et je crois que de l'autre côté, ils savent que le peuple algérien n'est pas prêt à lâcher. Et donc, maintenant, il est question que le peuple algérien poursuive ce mouvement jusqu'à la victoire finale. Parce que là, c'est la victoire d'une bataille, d'une bataille et non d'une guerre. Bon, mais je crois que ce que Bouteflika est en train de faire, ça ne peut pas réussir dans le cadre de Kabila, parce que lui, il a entretenu une ruse qui a duré près de 3 ans. Oui. Ici, on a bien fixé les délais, et si jamais, n'est-ce pas, il ne respecte pas ces délais, encore que le mouvement n'est pas arrêté, hein, il y a toujours cette pression, n'est-ce pas? Donc je crois qu'on a, on peut dire wait and see, mais je crois que... En RDC, c'était tous les dimanches aussi, hein, aux sorties de oui, l'église. mais c'était pas aussi intense qu'en Algérie. Ok. Voilà, on revient dans un instant. Merci, cher monsieur. On fait un tour de l'autre côté avec Cédric Noufelet. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Le 20h, dans un instant, au menu. Cédric. Ce soir, vous suivrez les parlementaires à l'occasion de la rentrée de la toute première session parlementaire de l'année 2019. Ils se prononcent sur la situation sociopolitique du Cameroun au moment où le gouvernement et le MRC s'étripent devant la communauté internationale. D'un côté, des militants du MRC et leur président Maurice Kamto qui attirent l'attention de la communauté internationale sur le fait qu'ils sont des prisonniers politiques. Faux, retorque le gouvernement qui estime qu'ils ont été arrêtés et traduits en justice selon les règles et les lois en vigueur au Cameroun. Vous suivrez la réaction du gouvernement à cet effet. Et nous parlerons ce soir de l'Algérie après cette décision de Bouteflika de renoncer à un 5e mandat à la tête de ce pays d'Afrique du Nord. Pour autant, cela n'a pas démobilisé la population algérienne qui souhaite le départ du système Bouteflika qui est au pouvoir depuis une vingtaine d'années. Et nous parlerons également de la situation concernant les Boeing 737 MAX 8 qui sont de plus en plus interdits dans plusieurs pays après le crash de cet avion qui appartenait à la compagnie éthiopienne Airlines il y a quelques jours. Voilà, Cédric Noufelet va développer pour vous tous ces titres. Madame, Monsieur. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Madame, Monsieur, place tout de suite à la pause journal. Le classement de économistes qui estiment que la ville de Douala ne respecte pas un certain nombre de paramètres concernant le mode de vie des populations, l'insécurité grandissante, les difficultés d'avoir accès à un habitat social décent, également l'insuffisance en matière d'accès aux services sociaux de base. Pour autant, le docteur Ntonnet, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, estime que le bien-être social des populations s'améliore à Douala et il s'engage davantage à mener d'autres actions pour que les populations de Douala sentent véritablement qu'elles puissent être dans une ville où elles peuvent s'épanouir. Il conteste ce classement et ces critères qui, selon lui, ne sont pas toujours pertinentes. Voilà, on va donc rester à Douala, Cédric, c'est l'essentiel donc. Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Madame, Monsieur, retour sur le plateau dans un instant pour deuxième partie Equinox Soir, toujours en compagnie de nos 4 invités.
Retour sur le plateau équinoxois, toujours en compagnie de Maître Martin Bitton, Maître Roland Dirou, Georges Semé et Bédi Mokwo. Dites-moi, c'est un mauvais classement là? Douala, une des villes les plus invivables, parmi les 10 villes? Voilà, je crois qu'une fois de plus, nous sommes à une curiosité camerounaise, c'est-à-dire nous qui vivons dans cette ville tous les jours, nous qui sommes même natifs de cette ville, oui. Nous attendons maintenant qu'un périodique étranger vienne nous parler de la situation à Douala. Nous savons tous, je n'ai pas les moyens du périodique d'aller faire un classement de toutes les villes du monde, mais je sais ce que je vis à Douala tous les jours. Effectivement, la vie est très difficile, oui. Parce que la communauté urbaine ou celui qui en est à la tête ne fait pas ce qu'il fait. J'ai l'habitude de dire aux gens que nos enfants ne sauront même pas ce que c'est qu'un trottoir, parce que c'est quelque chose qui a totalement disparu de la voirie. L'OTVP, hein? Occupation temporaire de la voie publique. Qui est devenue des occupations définitives. Les trottoirs n'existent plus. Les trottoirs, quand on demandera plus tard à un enfant ce que c'est qu'un trottoir, il dira qu'un trottoir, c'est où on répare les voitures, où les call-box sont installés, où divers commerces bloquent la chaussée, où les motos, et ainsi de suite. Et je ne sais pas, prenez un exemple un jour, je ne sais pas si ça vous est arrivé de conduire un enfant de 5 ans à l'école sur les trottoirs de Douala. Vous êtes dans le risque permanent parce que il y a la situation aberrante à Douala où les voitures occupent légalement les trottoirs et les piétons sont obligés de marcher sur la chaussée. C'est le monde à l'envers. En résumé, ceci est encore un problème du système. Nous allons encore revenir sur cette histoire du système. Système pourquoi? Parce que ce n'est pas un problème d'individu à la tête de la communauté urbaine de Douala, c'est un problème du système. Mentalité? C'est tout un système à démanteler. Pourquoi? Parce que nous avons un délégué du gouvernement qui n'a pas de compte à rendre aux populations. Il n'est pas un élu des populations. Alors dès lors qu'il n'est pas un élu des populations, pourquoi le sort des populations lui poserait du problème? Il a des comptes à rendre à celui qu'il a nommé et il rend compte à celui qu'il a nommé, il ne rend pas compte aux populations. Je ne peux pas laisser passer cette occasion sans, puisque nous parlons des systèmes. Tout à l'heure, quand on arrêtait, il était question d'alternative et pas d'alternance. Et là, moi, je vais revenir sur mon ami du MRC encore pour lui dire ceci, parce qu'il a dit pourquoi... Nous sommes sur le débrief là. Oui, mais bien sûr, ça, nous sommes au niveau des systèmes. Pourquoi quand je le dis en une phrase, moi je ne prends pas autant de temps que lui, pourquoi quand on ne peut pas conduire l'alternative? Je dis, il est impossible qu'il conduise l'alternative parce qu'il n'est pas quelqu'un de l'alternative, il n'est pas quelqu'un qui dénonce le système, il est quelqu'un du système. Vous savez, l'alternance, on l'a connue au Cameroun en 1982, hein. Par un tour de passe-passe, il y a eu alternance entre... Biya et Aïdjo. J'ai l'impression que les Camerounais se disent aujourd'hui qu'ils ont eu pire. Donc ce n'est pas un problème d'individu. Et c'est de la même manière que je dirais que parce que je le reprends encore, il a dit est-ce que cette alternative ne pourrait donc pas être cantonnée? Non, l'alternative ce n'est pas un problème d'individu. L'alternative c'est un problème de système qu'on change. Et dès lors que le système s'est amélioré, dès lors que le système a changé, il ne suffit plus de parler d'homme, n'importe quel homme dans le système pourra conduire les choses à bon port. Ok, merci. Vous l'avez dit, on a clos ce chapitre. Maître Bitton, vous, Douala, parmi les 10 villes les plus invivables au monde. Ça vous surprend? Bon, moi je préfère, parce que pour moi c'est un épiphénomène. Hein. Oui. Je crois que j'aurais pu me prononcer sur autre chose de plus important, par exemple. Non, c'est ok, bon, merci. Vous ne voulez pas vous prononcer, je ne sais pas pourquoi. Oui, Jean Semé, vous? Bien, en tant que citoyen de la ville de Douala et natif de Douala, voilà, ça me fait un petit pincement au cœur de ce que un classement qui vient de très loin, à des kilomètres du Cameroun, disent de Douala d'être une ville qui est parmi les plus invivables du monde. C'est vrai qu'il y a des problèmes d'insalubrité. Il y a des problèmes d'insécurité. Vous y voyez un complot? C'est quoi? Non, non, pas du tout. Permettez que je développe un tout petit peu. Je suis parfaitement d'accord avec les critères qui ont été pris en compte par ces Anglais qui sont à des kilomètres du Cameroun pour dire que Douala est une ville invivable. Il y a la promiscuité, il y a la voirie urbaine qui n'est pas suffisante, il y a l'insécurité, il y a l'insalubrité, il y a également le système sanitaire. Parce que quand vous dites qu'ils sont à des kilomètres, vous pensez qu'ils ne sont pas arrivés à Douala? J'y viens. Oui. Donc, j'ai un petit pincement au cœur.
J'ai un petit pincement au cœur parce que je suis d'abord natif d'ici, je suis originaire d'ici. Et dans ma petite vie de journaliste, j'ai également mené des enquêtes dans ce sens et qui confortent malheureusement la position de nos confrères de l'Angleterre. Mais quand même, Douala n'est pas pire que Bangui, par exemple. Douala n'est pas pire que Durban. Douala n'est pas pire que Téhéran. Donc, je crois qu'il faut rester un tout petit peu mesuré lorsqu'on fait ce type de classement. On pourrait couper la poire en deux. Sur la liste. Oui, elle est pré-dernière. Dans les 10, elle est pré-dernière. C'est déjà extrêmement grave. Mais je continue quand même de dire que, vu les critères qui ont été présentés, Douala n'est pas pire que certaines villes africaines et certaines villes du monde. Je vais prendre le cas de Durban, qui a été, jusqu'à un classement tout récent, la ville la plus dangereuse d'Afrique. Donc, je pense que, même si ça paraît pertinent, il y a quand même certaines limites qu'il ne faut pas franchir. Dans mes enquêtes, quels sont les critères, hein? Parce que quand on dit, est-ce que c'est pour l'insécurité, est-ce pour l'insalubrité? Non, c'est tout ça, qui contribue. Je suis d'accord, mais maintenant pour l'insalubrité, je ne pense pas que Durban soit pire que Douala. Ben, c'est un tout des critères qui a participé de ce que Douala soit classé à ce niveau. Je pense que la responsabilité n'est pas seulement une responsabilité gouvernementale. Je crois qu'il y a certains projets qui sont implémentés dans la ville de Douala. Il y a un plan d'urgence triennal qui est financé par le gouvernement, par la présidence de la République. Il y a un plan de drainage pluvial qui va désengorger un peu tous les lits d'écoulement des eaux de pluie. Mais il y a également un plan directeur d'urbanisme et un plan d'occupation de sol. Donc ça prouve quand même que le gouvernement prend au sérieux la question du bon vivre dans la ville de Douala. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Et j'en appelle également à la responsabilité des populations elles-mêmes de la ville de Douala qui ne facilitent pas du tout la tâche au gouvernement. Un exemple simple, la pénétrante Est. La pénétrante Est qui se trouve du côté des villages a coûté plusieurs milliards de francs CFA au gouvernement camerounais, mais cette infrastructure a été littéralement vandalisée. Et on va accuser qui? On va accuser le gouvernement. Non, il y a une responsabilité des citoyens à préserver le vivre ensemble, à préserver le mobilier urbain, pour qu'on ne nous jette plus à la figure ce type de classement qui ne nous honore pas du tout. Donc je dis que c'est extrêmement pertinent, mais j'ai également mal lorsque moi qui suis un natif de Douala, je constate qu'un classement qui vient de très loin nous est jeté sur la figure en disant que Douala n'est pas une ville tout à fait invivable, alors que même certains efforts substantiels sont faits pour que le bien-être des populations soit assuré. Est-ce que c'est ce classement qui nous fait nous rendre compte qu'il fait mal vivre à Douala? C'est ça, avant le classement. Ce sont les critères. Oui. Ce sont les critères. Et quand je vois ces critères sont certes pertinents, mais ça ne fait pas de Douala l'une des villes africaines ou alors du monde la plus invivable. Il y a des cas qui sont légion où on ne peut même pas pointer le nez dehors. Et tout, vous pointez le nez dehors, tout ce que vous serez abaissé. Je pense qu'il faut quand même mitiger. Il faut quand même mitiger lorsque on interprète ce type de classement. On fait partie de ce classement, on sait ce qu'il nous reste à faire. Et puis, moi, je voulais rebondir sur ce qu'il a dit. Quand on laisse les populations faire ce qu'elles veulent, elles font ce qu'elles veulent. Donc il faut déjà des mesures préventives. Toute population au monde, quand on la laisse faire ce qu'elle veut, n'importe où. Non, je ne pense pas qu'on a laissé les gens vandaliser. Quand on laisse, si vous allez devant sans publicité SGBC et Bali, vous trouverez des gens qui ont installé des chaussures et qui se mettent à vendre des chaussures. Et le marché ne fait que s'élargir au vu et au su de tout le monde. Les employés s'approvisionnent là. Comment? Vous dites qu'ils vendent où là? Des chaussures devant. Ils vendent là pour qui? Non, mais ils vendent pour le grand public. La responsabilité, ce que je veux dire, c'est que la responsabilité devrait être partagée entre l'État, l'État qui est minimum, et les populations qui ne sont pas des populations très civiques. Il arrive un matin, pose 2 paires de chaussures. Demain matin, s'il n'est pas inquiété, il vient avec 4 paires et ainsi de suite. Au bout d'un mois, c'est un grand marché. Donc la responsabilité est au pouvoir public qui doivent savoir à quel moment stopper ce genre d'activité. Maître Roland Diou, on a parlé d'incivisme et désordre urbain qui contribuent à faire de Douala une des villes les plus invivables au monde. Moi, j'aimerais certainement insister davantage, puisque je ne vais pas tirer sur le corbillard qui est déjà très mal en point. Je vais insister sur l'incivisme et sur le désordre urbain précisément, pour dire qu'effectivement, il ne faut pas particulièrement mener une enquête à Douala pour constater qu'il y a quand même une forte dose d'incivisme dans la ville.
En ce qui concerne le désordre... Là, sur l'incivisme, qui est-ce qu'il faut blâmer là? Vous savez que je ne suis pas tenant de la théorie de la déresponsabilisation. Oui. Quand il y a l'incivisme, c'est qu'il y a eu une faillite, peut-être dans l'éducation, mais aussi dans l'encadrement, voyez-vous. Et donc, on observe que parfois, certains comportements dérivent parce que le travail de planification n'a pas été fait en amont. Par exemple, et je me félicite de voir qu'il y a quand même de plus en plus des espaces marchands un peu plus disponibles. Parce que je crois savoir quand même qu'à Ndokpassi, il y a un marché qui a été construit et qui a des... qui n'est pas occupé. Mais on peut quand même constater de manière générale qu'à Douala, il manque parfois des espaces aménagés pour l'activité commerciale. Et quand on sait qu'on est dans un pays résilient, vous allez... Vous permettez, Jean Sémé a parlé de la pénétrante Est-Douala. Vous évoquez le marché de Passy. Comment comprenons que les gens laissent cet espace marchand qui a été aménagé pour... Comme je l'ai dit, je crois que vandaliser entre guillemets cette pénétrante. Encore que... Parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas inquiétés. Moi, je pense qu'il n'y a pas une autre explication. Oui, allez-y. Sur la vandalisation de la pénétrante, je ne suis pas au même niveau d'information que M. Sémé, donc je vais rester prudent sur la question. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens préfèrent le bord de la route plutôt que le marché lui-même? Je crois qu'on peut voir plusieurs raisons à cela. D'abord, l'incivisme, on ne va pas passer par 4 chemins pour le dire, mais aussi parfois peut-être le fait que l'accès, voyez-vous, aux boutiques n'est pas toujours à la modalité. Même pas seulement les modalités, mais je veux dire même parfois... Accès physique. Comment dire, l'ensemble des mécanismes par lesquels il faut passer pour avoir la grâce d'avoir une boutique. C'est pas à la portée de tout le monde. Donc, je crois que, moi, je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas seulement tirer sur les conséquences. Il faut effectivement condamner, et ça, je crois qu'on l'a fait en cœur sur ce plateau, condamner ce qu'on peut considérer comme des actes d'incivisme. Mais la question que vous me posez me permet de mettre le doigt sur maintenant, comme mes copanélistes l'ont dit, les modalités d'accès justement, d'acquisition les coûts parfois prohibitifs à la fin de la chaîne. Parce que parfois quand vous dites que l'accès à une boutique au marché est cher, la communauté urbaine vous répond non, le prix n'est pas très élevé. Mais est-ce que le commerçant lambda a la capacité d'accéder, je veux dire de première main, c'est comme les maisons de la à une boutique? Justement, on peut faire le parallèle avec la... Il y a toujours des intermédiaires, des intermédiaires, etc. Ce qui a pour effet de faire gonfler le prix d'achat. Donc, moi, je crois qu'il faut qu'on travaille davantage sur l'éducation des citoyens, à plus de civisme, à la sensibilisation. Il faut également qu'on fasse l'effort d'avoir une plus grande planification, une plus grande prospective. Vous savez, les villes africaines, on dit qu'elles s'élargissent horizontalement, alors qu'ailleurs, on a plutôt tendance à voir des villes horizontales. Mais cela n'est pas du fait du hasard. C'est précisément parce que ailleurs, c'est planifié. Ailleurs, on s'organise pour que, justement, l'occupation de l'espace obéisse à une règle préétablie pour que, justement, la ville soit vivable. Et depuis 2015, vous voyez donc tout cela, c'est toujours un problème de système, c'est-à-dire, il a sorti le mot de la planification, la projection. Est-ce qu'on est capable de dire combien d'habitants Côte David? Non, on ne sait même pas les statistiques. Vous ne pouvez même pas indiquer où est-ce que vous habitez dans certains quartiers. Et vu comme ça, quand on ne sait même pas combien d'habitants on est, quand on ne sait pas combien on sera dans 1 ou 2 ans, comment peut-on faire des projections? Parce qu'on est toujours surpris par les événements. On court toujours derrière les événements. C'est quand un marché s'est installé, c'est quand l'insalubrité s'est installée sur une rue qu'on voit des gros bras arriver pour des opérations qui n'auront aucune conséquence 2 jours après. Voilà. Le tout, c'est donc... Et puis, il reste l'éternel problème, toujours le système, c'est-à-dire des passerelles maintenant entre la communauté urbaine, les mairies, les sous-préfectures. Qui a la responsabilité de quoi? Qui est compétent sur quoi? Et quand on sait que c'est un pays où on ne sait pas se réunir pour décider, pour organiser la vie
des citoyens, on arrive à ces travers-là où on court toujours après les événements. Josimé? Oui, je suis la planification et la projection de l'urbanisme dans la ville de Douala. Je crois que vous avez tout à fait raison. Avant 2015, jusqu'à 2015, la ville de Douala a vécu sous l'ancien plan d'Orient qui date quand même de 1959, extrêmement vieux, obsolète. Donc ce n'est qu'à partir de 2015 qu'on a pensé à approuver, que le gouvernement du Cameroun a pensé à approuver pour la ville de Douala un plan directeur d'urbanisme qui va certainement révolutionner et puis répondre aux préoccupations d'urbanisme qui ont été soulevées sur ce plateau. Mais il y a également un plan d'occupation des sols qui a été approuvé également par le gouvernement qui couvre tous les 6 arrondissements du Vouri. Mais maintenant, est-ce que depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, ceux qui sont appelés d'abord à respecter les usagers de l'urbanisme, dans les populations, ceux qui sont appelés à respecter ces plans le respectent? Non, ils ne le respectent malheureusement pas parce que parfois, chacun n'en fait qu'à sa tête et encore, pas plus tard que ce matin, dans une descente avec le délégué du gouvernement, la police municipale est allée mettre une croix de Saint-André sur un immeuble de 5 étages parce qu'il a construit sans se référer aux nouvelles règles. Non, il était en construction. Okay. Donc, il ne s'est pas référé au nouveau plan d'occupation des sols ni au nouveau plan directeur d'urbanisme. Donc, c'est ce qu'il va lui valoir certainement une destruction de l'immeuble. Donc, la poire sera détruit? Oui, automatiquement. Okay. Il y a 2 ans, on a détruit un immeuble de 6 étages au PK8. Au PK8, au niveau de Bassa, oui. Tout simplement parce qu'il y a certaines règles d'urbanisme qui n'ont pas été respectées. Merci. C'est pour ça que je suis parfaitement d'accord avec vous lorsque vous dites qu'il faut sensibiliser parce que la plupart des cas, les gens ne savent pas qu'il existe ce type de règles qu'il faut respecter avant de construire. Rapidement. Je conclue rapidement en donnant l'une des positions du Manidem sur comment on voit le Cameroun, c'est la régionalisation. Nous avons parlé de 4 régions qui sont économiquement viables. C'est quand les régions vont s'autodéterminer qu'on sera à l'abri de ce genre de choses. Parce que quand bien même la mairie ou la communauté urbaine a eu des projets ou des visées, tant qu'elle n'a pas de moyens, elle ne pourra pas les réaliser. Donc la régionalisation en 4 régions au Cameroun économiquement viable et même culturellement et géographiquement homogène. Ok, merci. Maître, on retient que Maître Biton n'a pas voulu tirer sur le corbillard. Il aime tellement Douala qu'il n'a pas voulu... Bon, ça c'est vous qui le dites, mais... Vous n'avez pas voulu dire un mot sur ce classement, Maître Biton? Non, enfin, disons qu'on en parlera un peu en off. Et, ah bon? Oui, je vais vous faire une proposition. Voilà, madame, monsieur, c'est ici que prend fin ce numéro Equinoxois. Toute l'équipe, conduite par Séverin Tchouban, vous donne donc rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Rediffusion pour cette édition. 23h GMT, il sera minuit à Angossas.